Donc je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Alyosha, je suis le cofondateur de Ziggy, qui est une marque d'alimentation pour chats dont je vais vous parler un peu. Et c'est une marque que j'ai co-créée avec Marie, qui n'est pas aujourd'hui, mais qui est mon associée dans la vie et au boulot. C'est une aventure, on va dire une petite aventure familiale comme ça. Et avant de commencer, pour prendre le pouls et savoir un peu à qui je m'adresse, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont un chat? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un chien? Ok, ouais, donc on a à peu près 50% de l'audience qui a un animal. Donc vous allez comprendre à peu près de quoi je parle et n'hésitez pas à venir me voir à la fin si vous avez des questions spécifiques sur l'alimentation de votre animal. Ce que je vous propose, du coup, on va parler de rétention. C'est de commencer par vous présenter la marque. Vous ne la connaissez pas forcément, ça fait que 2 ans qu'on est commercialisé. Donc je vais faire un petit récap sur la marque, qui on est. Et ensuite, on parlera un peu de rétention et on verra ce que nous, on a mis en place, ce qui fonctionne bien chez nous. Donc, si voilà, je peux vous filer 1 ou 2 tips, disons que ma journée est remplie et réussie. Déjà, on va commencer par le commencement, aux origines de Ziggy. Ziggy, en fait, ça commence avec ce petit chat qu'on voit là. Donc, je crois que j'ai une vidéo. Ce petit chat qui s'appelle Gus, qui est arrivé dans notre vie il y a 4 ans. Faut se dire que quand on fait une marque e-commerce et qu'on a des chats comme principale audience, déjà on se facilite la vie. Enfin, c'est quand même avec Internet que les chats sont nés avec. Internet est plutôt né avec les chats. Et donc en tout cas, voilà, Gus est arrivé dans notre vie il y a 4 ans. On n'a pas d'enfants. Et on travaillait dans un gros groupe, une grosse multinationale qui s'appelle Unilever, donc dans l'agroalimentaire. On a été assez familier des produits agro et des produits de grande conso et surtout du marketing sous-jacent à ce type de produit. Et il a été question de nourrir ce chat. Donc avant qu'il arrive, bien sûr, on s'est un peu renseigné sur la nutrition du chat, les besoins spécifiques du chat. On s'est rendu compte que c'était vraiment particulier. Ça n'a rien à voir avec le chien. Il y a des besoins qui sont vraiment différents, des besoins de protéines, des besoins. Le chat est un carnivore strict, donc il y a vraiment toute une nutrition qui découle et qui est particulière. Et quand on commence à creuser, en fait, on se rend compte que nourrir un chat, c'est particulièrement compliqué. Au début, on se dit, il suffit de lui donner un petit peu de croquettes, un petit peu de pâté. Et quand on veut bien faire, on creuse et on se rend compte que c'est assez compliqué. Et en fait, c'est rendu compliqué par une industrie qui est une industrie, on va dire, qui ressemble un peu à ce qu'était l'industrie de l'agroalimentaire humaine il y a 10 ans. Une industrie où il n'y a pas Yuka, toujours pas ce type d'initiative. Une industrie sur laquelle l'opacité règne, on va dire, en maître. Je vous ai mis les 2 marques qui aujourd'hui prônent trustent le marché. On a 2 gros groupes, Mars et Nestlé, et les compositions qui sont derrière ces produits-là. Et en fait, c'est l'une des raisons pour laquelle on a lancé cette marque, même la principale, c'est qu'en cherchant justement une alimentation sympa, c'est un peu l'histoire traditionnelle de toutes les DNVB qui se lancent. On cherchait quelque chose, on ne l'a pas trouvé, on l'a créé. En l'occurrence, sur notre marque, c'est vraiment le cas. Mais si j'avais trouvé justement quelque chose de plutôt intéressant, en fait, je me serais contenté d'une solution existante. Le problème, c'est que quand on regarde et qu'on commence un peu à s'intéresser à la nutrition animale, on se rend compte que les compositions... Alors là, je vous ai mis une croquette et je vous ai mis une pâtée, mais les compositions, en fait, sont tout sauf digestes. Le premier élément sur la composition des croquettes, c'est qu'on voit que le premier ingrédient qu'on a sur cette top référence, c'est des céréales. Je vous ai dit il y a 2 minutes que le chat était un carnivore strict, donc il y a une incohérence là-dessus. Et si on regarde les pâtés, en fait, le seul élément et le seul détail de composition qu'on va avoir, c'est 4% de thon. Et ça, c'est une marque qui trust 20-25% de part de marché. Enfin, c'est colossal. Donc, en fait, en termes de composition, on est sur une opacité qui est totale. Et l'opacité totale, elle s'explique par plusieurs choses. Elle s'explique par des coûts de matières premières qui sont vraiment dérisoires, l'envie forcément de marger quand on est sur ce type de groupe. Et je le sais parce que j'étais sur des univers qui n'étaient pas du pet food, mais qui étaient sur de l'industrie agroalimentaire humaine. Et on est sur des marques. Ces 2 marques-là, c'est des marques qui sont plutôt prônées par les vétérinaires. Et comme on n'y connaît pas grand-chose, on va faire confiance à son veto quand il s'agit de chercher en fait la bonne alimentation pour son chat. Le problème, c'est que derrière ces marques, il y a des vétérinaires. On est plutôt supposé faire confiance à ces marques-là, mais on n'a pas la transparence. Du coup, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, je vais aller me tourner vers les plus petites marques qui m'offrent la transparence. Le problème, déjà, il n'y en avait pas beaucoup il y a 4 ans quand on s'est lancé.
Et le problème derrière ces marques-là, c'est que, en fait, effectivement, il y a un peu de transparence, mais il n'y a pas de vétérinaire. Et donc, c'est un peu problématique quand on sait que le chat va manger la même alimentation pendant toute sa vie. Et le chat mange à peu près 10 repas par jour, et il vit 20 ans. Je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alimentation. Le problème derrière ça, c'est qu'une carence, même de 1%, c'est vraiment pas grand-chose, mais 1% de carence tous les jours pendant 20 ans, à la fin, c'est colossal. Bon, généralement, le chat ne vit pas 20 ans avec ce type de carence, mais c'est colossal. Derrière, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, on constate depuis une dizaine d'années que les chats développent exactement les mêmes pathologies que l'humain, c'est-à-dire des pathologies de l'obésité, du surpoids, de l'obésité. Ça va très vite chez le chat. L'obésité, c'est 20% de plus que le poids optimal du chat. Donc ça va très très vite. Et il développe en fait tout ce qui va être arthrose, hépatite, diabète, tumeur cancéreuse, insuffisance rénale. C'est colossal l'insuffisance rénale chez le chat. Et c'est lié notamment au fait que pendant des années, on a dit aux gens, nourrissez votre chat avec des croquettes, c'est très bien, avant de se rendre compte que le chat était un très mauvais buveur et qu'il fallait en fait qu'il ait de la pâtée. Mais pas simplement n'importe quelle pâtée, qu'il ait une pâtée qui soit complète, une pâtée qui soit parfaitement équilibrée par un vétérinaire nutritionniste. Et c'est vrai, la grosse différence, en fait, et vraiment la raison fondamentale pour laquelle on a lancé cette marque, c'est qu'il y a ce besoin d'expertise scientifique qu'on n'a pas dans l'industrie humaine. Parce que quand on mange, nous, on vient équilibrer en fait, au fur et à mesure de la journée nos repas, et à la fin, ça fait plus ou moins quelque chose d'équilibré en fonction de ce qu'on mange. Le chat, c'est complètement différent. S'il n'est pas dans la nature et qu'il n'a pas accès à des mulots pour s'équilibrer, qui reste, soit dit en passant, la meilleure alimentation pour un chat, et en fait, il va être carencé. Et 1% de carence, à la fin, ça fait vraiment... c'est les effets composés, hein, mais à la fin, ça fait une sacrée carence. L'impact, il est moins rigolo sur la santé du chat. C'est qu'on a estimé que c'était à peu près 2 ans d'espérance de vie en moins pour les chats qui souffraient justement de malnutrition, ce qui représente à peu près 80-90% des chats domestiques et notamment des chats d'appartement. C'est assez conséquent. Donc, sachant ça, on s'est dit, essayons de créer justement le produit de nos rêves. Un produit qui ne soit pas orienté marketing bullshit, pas prendre la énième marque blanche. L'idée, c'était vraiment de réinventer les choses et de se dire, si on doit chercher une alimentation qui soit différente, faisons en sorte qu'elle soit l'alimentation idéale. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, je sors de grands groupes, Marie également. On a plutôt une formation école de commerce, marketing. On n'est pas scientifique pour un sou. Donc, on s'est dit, la meilleure manière de faire une alimentation différente, c'est de s'associer avec la référence en France, voire même en Europe, de la nutrition féline. Alors, le docteur Gerline Blanchard, elle est connue que de l'univers vétérinaire, mais dans l'univers vétérinaire, voilà, c'est la ponte de la nutrition. Elle a 25 ans de pratique, 25 ans d'expertise, des recherches qui sont publiées dans les plus grandes revues scientifiques. Et c'est surtout une personne qui a refusé de s'associer toute sa vie à une marque parce qu'elle a toujours été drivée par des considérations soit financières, soit marketing, qui venaient en fait contraindre la qualité des produits qu'elle voulait sortir. Donc elle a toujours refusé ça. Et comme nous, on est reparti vraiment du besoin du chat en se disant, allons justement proposer un produit innovant, un produit qui ne ressemble à rien d'autre. Faisons confiance à cette personne qui est quand même relativement compétente et laissons-lui carte blanche pour développer le produit idéal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est toujours associée au projet, hein, ça fait depuis le début de l'aventure qu'on travaille ensemble, mais il n'y a pas un produit chez Ziggy qui sort sans qu'il ait été non seulement validé, mais surtout formulé de A à Z par cette expertise scientifique. Et ça fait toute la différence. Ça fait un produit qui est parfaitement équilibré, ça fait des analyses qui sont mises à disposition aujourd'hui du consommateur, qui sont mises à disposition des vétérinaires, et on se permet justement un niveau de transparence, je vais vous en parler juste après, mais qui est quasi total en fait, parce que quand on repart de zéro et qu'on le fait justement avec des personnes compétentes, on peut se permettre ce niveau de transparence. Le deuxième idéal dans ce produit-là, on se disait en fait, tant qu'à faire un produit, autant qu'il soit dans nos convictions et dans notre mode de consommation. Et on s'est dit, faisons un produit qui soit fabriqué en France. On fait des croquettes, on fait des pâtés, on fait de la litière. Les pâtés sont fabriqués en Normandie. On a une usine partenaire qui nous a accompagnés dès le début du projet et qui nous a dédié une ligne de production pour vraiment réinventer ces recettes. On n'est pas reparti des lignes de production traditionnelles, basées en Normandie. Une usine de croquettes qui est partenaire, qui est basée en Vendée, et notre usine de litière qui est vers Orléans. Et c'est une chose de dire qu'on fabrique en France.
il y a la question surtout du sourcing des matières premières. Et sur les pâtés, on est à 98% de matières premières françaises, locales. Hein. C'est un vivier sur l'approvisionnement en viande dans la Normandie. Et donc, on est à 98% d'ingrédients français. Le seul ingrédient qui n'est pas français sur nos pâtés, ça va être le saumon. C'est le saumon de Norvège. Bon, ben, on n'a pas trouvé de saumon encore en France. Mais, donc voilà, on est parti vraiment de cette envie de faire bien les choses. Et ce que je vous disais du coup juste avant, c'est la volonté de dire, en fait, de se remettre toujours dans les pattes du conso qu'on était il y a 4 ans, au moment où Gus est arrivé dans notre vie, et se dire, bah, en fait, quelle est la marque que j'aurais aimé trouver à ce moment-là? Je l'ai créée. Et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'elle me dise, cette marque? Bah, en fait, j'aurais aimé qu'elle me dise tout. Surtout, j'aurais aimé qu'elle ne me cache rien. Et j'aurais aimé avoir un accès total à l'information que je cherche. Alors, tout le monde a un niveau, on va dire, une appréhension un peu différente de la nutrition. Hein. Tout le monde n'est pas expert, tout le monde ne sait pas lire des rapports d'analyse. Mais en revanche, on peut avoir envie de savoir un peu plus sur l'origine des matières premières, sur le mode de fabrication, sur le type d'additifs qui sont utilisés. Et du coup, bah, on a poussé justement tout ça sur notre site internet en se disant, bah, voilà, sur le site, on indique ce qu'on fait bien, on indique également ce qu'on fait moins bien, on n'est absolument pas parfait, mais en tout cas, on le dit, ce qui crée vraiment, bah, en tout cas, une relation de confiance, ce qui est un terreau, on va dire, propice à la relation de confiance. Et donc, tout ça, ça aboutit à Ziggy, marque qui fait, donc je vous l'ai dit, des croquettes, des pâtés, de la litière, et qui est dédiée au chat. On ne fait que du chat, on ne parle que cat lovers, désolé pour ceux qui ont un chien dans la salle, mais c'est pas prévu de faire du chien. On s'est dit, voilà, on va prendre la verticale du chat, c'est ce qui nous parle, c'est en fait, c'est ce qu'on aime, mais c'est surtout là où il y avait un énorme besoin, parce que le chien va manger des croquettes toute sa vie. Et au final, bah, le chien, il fait 40 kilos, donc manger de la pâtée, ça fait un budget qui est colossal. Et dans la réalité des faits, ça ne se passe pas comme ça. En revanche, le chat, c'est un très mauvais buveur, je vous le disais tout à l'heure. Il a besoin d'une alimentation qui est mixte, donc il a besoin de pâtée au quotidien. Et contrairement aux idées reçues, alors on a tout un combat pour justement remettre la pâtée au goût du jour, parce que les gens pensent que la pâtée pour chat, ça fait grossir. Bref, c'est un autre sujet. Et donc, je vous disais, voilà, c'est une marque qui est dédiée aux chats, aux cat lovers, mais ça nous permet, le fait d'être justement sur un seul animal et de le prendre du début à la fin, bah, en fait, ça nous permet de partir complètement en vrille dans notre communication, parce qu'on n'a pas en fait à lisser la com pour parler au propriétaire de chien qui n'est absolument pas le propriétaire de chat. Ils ont 2 modes de fonctionnement, de consommation des réseaux, et sociologiquement, on s'est rendu compte que ce n'étaient pas forcément les mêmes approches. Donc ça nous permet en fait d'avoir un message unique et qui parle vraiment à ce type de conso. Et donc du coup, bah, sur l'alimentation humide, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, mais on a recuté complètement la liste d'ingrédients pour avoir en fait une liste d'ingrédients la plus courte possible. Je vous ai montré tout à l'heure le niveau de transparence. Niveau de transparence général, hein, sur 80% des marques de pet food, c'est viande et sous-produits animaux, dont poulet 4%, 8%, 16% pour les plus fous. Mais la raison en fait derrière ça, c'est que les matières premières qui sont utilisées, c'est vraiment les déchets des déchets de l'industrie humaine. Il y avait une volonté derrière la marque, c'est de se dire, bah, en fait, on connaît aussi la tension sur les matières premières, notamment la consommation carnée. L'idée, c'était pas de venir en fait nourrir un chat avec des filets de bœuf et des filets de poulet qui sont déjà compliqués à approvisionner pour les humains, et surtout qui viennent un peu détruire la planète, notamment pour le bœuf. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on vient réutiliser des matières nobles, mais qui ne sont pas aujourd'hui utilisées par l'industrie du pet food. Et notamment, en fait, c'est 90% aujourd'hui de la viande qu'on utilise, ça va être du cœur de poulet, du cœur de bœuf, du cœur de porc, qui est en fait un muscle, hein, le cœur. Enfin, c'est quand même le muscle de la vie, c'est le muscle le plus noble. Et c'est surtout une qualité de protéine qui est équivalente à celle d'un filet de poulet. Sauf que jusqu'à il y a 30 ans, on mangeait du cœur, et encore, nous on vient du sud-ouest, on retrouve souvent des gésiers et du cœur de canard dans nos salades, mais la consommation en tout cas a vraiment chuté. Ce qui fait que cette matière première n'était pas utilisée, elle était beaucoup trop chère pour l'industrie du pet food, parce qu'elle est 10-15 fois plus chère que les déchets qu'ils avaient l'habitude de mettre dans les pâtés, dans les croquettes. Donc elle n'était pas utilisée. Ils préféraient mettre vraiment la carcasse, les os broyés, et j'en passe et des meilleurs, les tendons notamment.
Donc on est reparti voilà, de ces protéines qui sont des protéines de qualité. Et ça, c'est hyper important, la protéine de qualité chez un chat, parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si je vous mets 90% de protéines de plumes, bah en fait, à la fin, ça va passer dans son tube digestif, ça va ressortir dans la litière tel quel. Le chat n'aura absolument rien ingéré. Alors que si je vous mets 20, 25, 30, 35% de protéines de muscles, là, pour le coup, elle est digérée quasiment à 90%. Bah, au final, ça se voit sur la litière, c'est-à-dire, quand je dis ça se voit, c'est que la taille des selles sont vraiment minimes. On réduit quasiment de 4 la taille des selles. Parce qu'en fait, il n'y a pas de déchets, tout simplement, très peu, qui est rejeté par l'organisme, principalement les fibres. Et voilà, on a décidé du coup de le faire sans céréales, sans amidon, parce que ce n'est pas nécessaire pour faire des pâtés, et le tout avec une composition transparente. Et cette exigence, bah, on l'a poussé également sur les croquettes. Alors les croquettes, on ne va pas se mentir, c'est toujours plus compliqué, c'est toujours, on va dire, moins possible d'aller sur un niveau de qualité comme on le fait sur la pâtée. La pâtée, c'est simple, c'est des matières premières, on va dire, fraîches et nobles qui sont utilisées, qui sont coupées finement, qui sont parfaitement équilibrées avec les justes dosages d'additifs et de vitamines. Et ça nous fait un aliment équilibré. La croquette, il y a vraiment tout un processus industriel. Enfin, on parle quand même d'un petit biscuit marron. Donc il y a tout un processus industriel qui est assez lourd en amont et qui vient un peu dégrader la protéine. Donc ce ne sera jamais la même qualité. En revanche, on s'est dit, bah, écoutez, voilà, on sait qu'il y a un enjeu financier parce que tout le monde ne peut pas nourrir son chat qu'avec des pâtés, et pratique parce que ça reste, mine de rien, pour ceux qui ont un chat, vous devez le savoir, mais assez pratique de mettre quelques croquettes quand vous partez au bureau. Vous savez que votre chat va manger, sachant qu'un chat mange à peu près 10 fois par jour. C'est nécessaire qu'il puisse aller se servir, sinon on devient dingue en fait, à force d'ouvrir et fermer et ouvrir le frigo. Donc, voilà, je vous ai parlé un peu de la marque. L'idée derrière ça, c'est de se dire, on a créé une marque, on est passionné par ce qu'on fait. On est vraiment passionné. Marie et moi, passionnés par les chats, passionnés par la nutrition. Et on s'est entouré, en fait, les gens qu'on a recrutés, et aujourd'hui, c'est 99% de l'équipe, c'est des gens qui ont un chat. Et donc, ils vivent justement l'univers félin et notre délire autour du chat au quotidien, et ils poussent justement ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a cette émulation. Donc le chat, voilà, c'est un peu le nouvel enfant, hein. Clairement, on ne va pas se mentir. Il y a 15 millions de chats en France, 7 millions de chiens. Le chien est plutôt en décroissance. Il y a de moins en moins de chiens, ou en tout cas des chiens de plus en plus petits, de plus en plus de chats, parce que c'est hyper facile, hyper pratique en appartement d'avoir un chat. Et donc, on a créé cette marque avec des passionnés, mais surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, on l'a créé pour les passionnés. Et moi, j'en pouvais plus en fait des paquets Royal Canin, j'en pouvais plus justement du branding, du pet food hyper morose, hyper terne, avec un super Maine Coon de compétition ou un sacré de Birmanie, et au final un chat qui ne correspond pas au mien, et surtout une communication qui ne correspond pas à la manière dont moi je parle à mon chat. Je me suis dit, mais en fait, on va essayer de la créer, cette marque, on va essayer de remettre un peu d'humain derrière tout ça. C'est quand même l'animal qui nous procure du bonheur au quotidien. Essayons juste de lui rendre un dixième de ce qu'il nous apporte. Même si les chats, ils peuvent avoir quand même une petite tendance à faire un peu leur vie, c'est plus nous qui sommes à leur courir après, plutôt que eux qui viennent nous réclamer, sauf quand ils ont faim. Et donc on a créé ce concept, alors qui est un peu galvaudé, parce qu'au final toutes les DNVB rajoutent Family derrière leurs produits, et on a vraiment, enfin c'est assez colossal. Et si on regarde un peu les marques qui essaient d'avoir un double compte, leur compte de marque, et qui essaient de créer un compte communautaire avec le mot Family derrière, ça me fait toujours rire, parce qu'au final on voit que le truc vivote et à la fin ça meurt, parce qu'il n'y a pas vraiment cette énergie derrière de famille. Nous, l'énergie de la famille, elle était déjà hyper importante, déjà par notre histoire. Enfin, en fait, c'est une histoire de famille, hein, cette marque. Et parce que le chat, comme je vous dis, on considère nos chats vraiment comme des membres de la famille. Donc, comme on considère nos chats comme des membres de la famille, on les traite comme tels. Et il n'y a pas que les chats qui sont des membres de la famille, il y a aussi nos clients, parce que, comme je vous l'ai dit, on partage justement le même délire autour des chats. Et au quotidien, on essaie de le retranscrire. Donc cette notion de Ziggy Family, elle est hyper importante. Elle est tellement importante que, au final, notre site ne s'appelle pas ziggy.com, il s'appelle ziggyfamily.com. Et je vous ai fait passer un petit bingo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus que 5-6 sur le bingo? Je vais me sentir très seul sur cette... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus que la moitié aux cases du bingo? Bon, vous n'avez pas poussé le délire du chat. Ah, si, merci. T'as tout? Même Ziggy? Ouais. Ah, d'accord. Vaut mieux en même temps. Donc.
C'était assez simple, on va dire, pour nous de lancer la marque. C'était assez simple de lancer la marque parce que, comme on vit cette marque au quotidien, notre persona, c'était nous, en fait. C'était nous, c'est mes équipes, c'est ma famille. En fait, on parle vraiment à des gens qui sont comme nous et on n'essaie pas d'inventer, de réinventer la roue. Juste, on fait les choses bien, on fait les choses simplement et on recrée de l'humain, on remet de l'humain justement dans les rapports. Et ça, vous allez voir, c'est un rôle qui est assez majeur justement dans toute la stratégie dont on va parler là, qui est, alors, j'ai pas vocation à vous apprendre grand-chose, mais en tout cas, au moins à partager ce que nous on fait. Et ce qui marche, c'est de se dire, bon, l'acquisition, ça fait 5-10 ans que toutes les marques qui se créent sur un modèle d'acquisition, et il faut de l'acquisition pour lancer la marque. On fait de l'acquisition, tout le monde fait de l'acquisition, c'est hyper important. En revanche, vous le savez tous, mais depuis 1 an et demi, l'acquisition, c'est quand même plus le même délire. Un petit changement qui s'est passé sur les Facebook Managers avec l'iOS 14, qui a complètement tout revu. Je ne sais pas comment ça se passe. D'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé. Vous êtes dans un univers e-commerce, tous, j'imagine? Founders, ouais, j'ai vu. Et OK. Donc, du coup, vous êtes au quotidien, j'imagine, sur les plateformes, à faire de l'acquise et à essayer de convertir. Ouais. Donc, du coup, vous savez exactement de quoi je parle et vous avez vu l'explosion des CAC, des coûts d'acquisition sur les 18 derniers mois. Enfin, en tout cas, nous, on l'a senti. Mais comme on ne s'était pas construit autour de l'acquisition, ça nous fait moins mal. C'est un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que Ziggy, c'est une marque qui fait de l'achat classique. On a un e-shop, enfin classique. Et on fait surtout de l'abonnement parce qu'on a un produit qui se prête à 1000% à l'abonnement. Le chat va manger tous les jours, tous les mois, toute l'année. Bon, en fait, ça fait sens de lui proposer un abonnement et on a un petit discount pour les gens qui s'abonnent. Mais du coup, on crée vraiment une relation sur le long terme sans forcer les gens à s'abonner. Parce qu'il y a toujours l'e-shop pour les gens qui ont envie de venir acheter un petit produit, un produit particulier. Et du coup, ce qui s'est passé pendant des années, et je le vois parce qu'au moment où on se lançait, on disait vraiment pousser l'acquisition, aller plus vite, aller plus fort. Sauf qu'on avait un produit qui n'était pas parfait, un produit qui n'était pas fini. Et en fait, le problème, c'est que tant que les coûts d'acquisition sont pas chers, on ouvre le robinet et l'eau monte, même s'il y a un tout petit trou dans la baignoire, c'est pas grave. On va avoir de l'eau à la fin. Le problème, c'est que quand ce trou commence à grossir, il reste plus grand-chose. Et la pression du robinet a également diminué. Donc, le problème, c'est qu'on a vu les coûts d'acquisition monter et que tout le monde a commencé à pivoter un peu en se disant « Ah, mais il y a une vie après l'acquisition. Qu'est-ce qui se passe sur le client, les clients qui ont acheté? Comment est-ce qu'on va les garder? On va essayer surtout de capitaliser sur ces clients-là. » Moi, j'ai une petite conviction. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des head of growth dans la salle. J'espère que je ne vais pas me les mettre à dos, mais j'ai une petite conviction, c'est que le head of growth, c'était très 2020, c'était ce 2020. Je pense que dans l'année qui arrive, dans les 2 ans qui arrivent, on va voir apparaître vraiment les notions de head of retention et expérience client. Et je pense que vraiment, c'est les futurs head of growth, c'est les futures personnes qui seront chassées demain à des salaires forcément mirobolants, parce que en fait, aujourd'hui, l'acquisition est devenu mine de rien assez simple. En fait, on est Facebook, l'algo fait quasiment tout pour nous. Il faut définir sa stratégie, mais on n'a plus besoin d'aller vraiment bidouiller à la publicité au jour le jour. Donc, tout va se jouer sur ce qu'on propose derrière. Donc, je vais vous montrer un peu. Alors, déjà, vous rappelez, vous le savez sûrement, mais je vais quand même vous dire, en tout cas, nous, la raison, ce qui nous a poussé derrière. Les 3 raisons principales de devenir vraiment focus rétention. La toute première, ça va être de limiter les dépenses. Il y a une stat qui est connue qui dit que ça coûte 5 fois moins cher de garder un client que d'aller chercher un nouveau client. Et en fait, quand on voit le coût d'acquisition désormais à l'achat d'un client, effectivement, c'est bien de se retourner un peu sur tous ceux qui sont rentrés dans le pipe sur les dernières années et d'essayer d'aller capitaliser sur eux. Et on a tendance, mais même en interne, en fait, je le vois, on a tendance en fait à essayer toujours de faire rentrer des nouvelles personnes dans le pipe, et en fait d'oublier de venir nurturer et de venir alimenter les gens qui sont déjà rentrés et qui sont en fait des gens qui connaissent la marque, des gens qui ont déjà vécu l'expérience de conversion, qui ont déjà vécu l'expérience de marque et qu'on peut réactiver en fait si on a les bons éléments dans la rétention. Le deuxième élément,
c'est le churn. Le taux de churn, on le suivait, mais sans trop le suivre en fait au début. Et c'est rapidement en fait qu'on a appris la puissance en fait du taux de churn. Pour vous donner un exemple, deux marques qui font en année 1, qui vont acquérir 15% de nouveaux clients tous les mois, avec une base on va dire de 200, enfin peu importe, qui vont acquérir 15% tous les mois. Une avec un taux de churn de 10%, l'autre avec un taux de churn. Taux de churn, ça parle à tout le monde. Taux de désabonnement, pardon. C'est désabonnement, c'est les gens qui arrêtent de consommer la marque. Donc qui quittent en fait. On les a perdus. Donc l'une, elles acquièrent tous les mois, les deux marques, 15% de nouveaux clients. Mais il y en a une qui en perd 10% tous les mois, l'autre qui en perd 5%. On pourrait dire 5 points, c'est pas énorme. Bah, la réalité, c'est qu'au bout de 2 ans, la marque qui perd 10% de clients tous les mois, au bout de 2 ans, cette marque-là, elle est quasiment flat en tombe des clients. Elle en a gagné, mais vraiment pas beaucoup. Celle qui perd que 5%, elle a 5 fois plus de clients que l'autre. Et en fait, c'est colossal. La puissance d'une marque va résider justement sur ce petit taux de churn. Donc des fois, on regarde en fait le taux de conversion, on regarde les taux d'acquisition. C'est hyper important. C'est très bien de faire rentrer des gens dans le pipe. Mais en fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est ça. Parce que sauver 1% sur le churn, à court terme, le mois prochain, on ne va pas s'en rendre compte, mais en fait, c'est des effets composés, ce qui fait que tout ça se multiplie tous les mois. Et en fait, si la base est stable et que les gens qui rentrent viennent juste s'empiler sur les précédents, ben en fait, tous les mois, on a des nouvelles personnes qui rentrent dans la base. Et du coup, ce taux de churn, nous, on le surveille comme le lait sur le feu. C'est vraiment une de nos toutes priorités. Et le troisième élément, c'est la notion de Customer Lifetime Value. Alors, ça vous parle peut-être. En l'occurrence, je fais juste un petit rappel, c'est ce que va vous rapporter votre consommateur sur sa durée de vie chez vous. Pas sa durée de vie générale, sur sa durée de vie chez vous. Le problème avec la LTV, donc on entend, donc je dis LTV, hein, mais c'est qu'on en entend parler énormément. On nous dit surveillez votre LTV, et c'est surtout la LTV qui va permettre de définir combien est-ce qu'on peut se permettre d'aller dépenser en acquisition. Je dis n'importe quoi, si on estime qu'une LTV d'un client, c'est 1 000 € parce qu'il va consommer du Ziggy pendant 5 ans, et qu'en 5 ans, on a fait le calcul en chiffre d'affaires, c'est 1 000 €, j'en sais rien, je dis un chiffre au pif, et ben on se dit, ok, on enlève nos coûts fixes, on enlève nos coûts d'acquisition, il nous reste 50%. Bon, bah disons qu'on va pouvoir dépenser jusqu'à 500 € pour aller acquérir un client. Et moi, il y a un exemple qui m'avait frappé. Quand je commençais à me renseigner un peu sur le sujet, c'est qu'on m'avait parlé de l'exemple de Starbucks. Et je ne sais pas en fait si vous connaissez le coût d'acquisition de Starbucks. Pas online, hein, enfin le coût d'acquisition, ce qu'ils dépensent en marketing, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais pour acquérir un client, vous en tant que client chez Starbucks, c'est 500 €. Ils sont prêts à dépenser 500 €. Parce qu'en fait, ils se disent que sur ta durée de vie, tu vas venir, revenir, re-revenir, et qu'en fait, à la fin, tu vas dépenser beaucoup plus que 500 €. Donc cette notion, elle est hyper importante. Par contre, cette notion, elle a un biais. C'est que à essayer d'anticiper. Alors déjà, on ne lit pas le futur. On ne sait pas combien de temps ce qu'on va gagner en fait sur la durée de vie de la boîte avec un client. Donc on se projette un peu, on essaie de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois, sur les occurrences précédentes, et on se dit bon bah voilà, on va le reporter, on va faire un petit modèle et on va se dire bah voilà, c'est ce qui va se passer. Le problème en fait, c'est que nous on peut pas le faire. Moi j'ai pas les moyens en fait de me dire que je dois dépenser 500 € pour acquérir un client, même si on me garantit que mon client il va rester toute sa vie. Et j'ai surtout pas le temps et pas les moyens non plus d'attendre 3 ans pour estimer ce qui est vraiment ma LTV. Et donc, en fait, il y a quelque chose qui est hyper important. C'est plutôt que de travailler à la LTV, on va dire, de manière générale et de se dire, OK, bon, moi, j'ai estimé que ma LTV, c'était 500 ou 1000 €. C'est en fait de la travailler sur des périodes très courtes, sur des périodes de 30 jours, 60 jours, 90 jours, et pas forcément aller au-delà. En fait, il y a 2 boîtes, hein. Il y a 2 types de boîtes. Il y a des boîtes qui sont archi-financées, qui ont énormément de cash en banque. Alors, ça va être de moins en moins le cas, hein, mais en tout cas sur le D2C. Mais il y a des boîtes comme ça qui peuvent du coup se permettre de cramer du cash, justement en se disant bah, je serai remboursé dans 1 an de mon client, donc je peux les dépenser, hein, mes 500 balles, il n'y a pas de problème, je serai remboursé dans 1 an parce que j'ai calculé que ça allait me ramener ce chiffre d'affaires-là. Nous, on ne l'a pas, ce cash-là, même si on a fait une petite levée de fonds à notre lancement, mais on ne l'a pas. En fait, il faut on peut se permettre de ne pas être rentable sur la première commande si il y a une deuxième commande qui tombe. Et donc, en fait,
c'est sur cette deuxième commande qu'on va être rentable et qu'on va commencer un peu à amortir tous nos frais. D'où la notion hyper importante de regarder le repeat, les customer repeat, en fait, le taux de retour de vos customers, de vos clients, tous les 30 jours, 60 jours et 90 jours. Et vraiment vous contenter de 90 jours pour avoir un modèle qui soit hyper, hyper sain, on va dire. Alors du coup, je rentre un peu sur ce qu'on fait, je vais vous le montrer assez rapidement, mais il n'y a rien, en fait, on n'a pas réinventé la roue, c'est du bon sens commerçant, mais par moment, en fait, quand on regarde les marques e-commerce, qu'elles soient françaises ou aux US, on se dit, en fait, on oublie le bon sens commerçant. Et qu'est-ce qui va faire une rétention? Qu'est-ce qui va faire que le client va rester client de la marque? Avant toute chose, la toute première chose, et elle est hyper frustrante pour nous qui avons créé cette marque, c'est la livraison. Parce que la livraison, en fait, on ne la maîtrise pas. On va faire appel en fait, à un transporteur qu'on ne connaît pas, enfin on ne connaît pas le livreur personnellement, et donc en fait on dédie notre bébé, en fait, et le premier contact que le client va avoir avec la marque, on le confie en fait, à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même quand on fait du commerce. C'est pire quand on est sur les rayons de Carrefour, mais là, c'est vraiment hyper compliqué. Donc la livraison, c'est fondamental qu'elle se passe bien. Et en interne, en fait, nous, on met les moyens pour choisir justement des transporteurs qui ne soient pas low cost. C'est-à-dire qu'on a des suivis, on facilite le suivi, on facilite le changement de commande, le changement de point de livraison. On a vraiment toute cette partie sur la livraison qui est la plus fluide possible, le tout dans un temps de livraison qui reste acceptable. L'idée, ce n'est pas de livrer en 24 heures en flinguant la planète, mais c'est de se dire, voilà, on est quand même conso, on n'a pas envie d'attendre 2 semaines avant de recevoir les croquettes et les pâtés de son chat, surtout quand on sait à quel point les chats peuvent nous faire comprendre quand ils ont faim. Et donc les réveils à 5 h du mat parce qu'on a oublié de commander les paquets de croquettes. Voilà, on a des messages, livrez-moi en urgence, mon chat me monte dessus. Mais une fois qu'on a livré, il y a une deuxième étape avant la consommation du produit, c'est l'unboxing. Et l'unboxing, là, pour le coup, on a la main dessus et on a pu se faire plaisir. Il y a un truc que les chats adorent après les mulots et après nos produits, c'est les cartons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la réaction des chats avec un carton, mais c'est du délire, c'est magnétique en fait. Le chat, mon chat, mais tous les chats, on pose un carton au milieu d'une pièce, il peut avoir les arbres à chat les plus chers, les plus incroyables dans la pièce, il va aller dans le carton. Et ça, en fait, on s'est dit, ouais, enfin, on le savait, on a créé un carton marrant, quoi. On s'est fait plaisir. Alors, on a 3 types de cartons. On a un gros carton pour vraiment les gros produits. On a un carton qui se transforme en forme de cabane. Et donc, en fait, les chats passent leur vie dedans. Et un carton qui se transforme en Catmobile, nous c'est comme ça qu'on l'appelle. Et les gens sont dingues en fait avec ça parce qu'ils voient le chat dedans, donc ils se mettent à pimper leur carton. Et c'est génial parce que honnêtement, on fait de la pâtée, on fait des croquettes. Enfin, il n'y a rien de très sexy dedans. Les gens vont pas nous envoyer des photos de leur chat qui mange non. Qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer les gens? Ils vont nous envoyer des photos de leur chat, mais bon, il n'y a pas de raison à nous envoyer une photo de leur chat si le chat est posé sur son arbre à chat en plein milieu du salon. Non, ils vont nous envoyer en fait une photo du chat dans le carton d'expédition Ziggy, ce qui nous fait en fait un contenu de malade qu'on peut réexploiter derrière et une attente en fait, c'est une petite touch un peu spéciale que les gens attendent au moment de la livraison de leur produit Ziggy. La troisième, c'est l'expérience produit. Ça, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, il faut avoir un super produit, mais ça ne fait pas tout. C'est un peu comme l'alimentation pour bébé, même si avec le bébé, on communique un peu plus facilement. En tout cas, je pense. Le chat, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Et donc, il y a vraiment une transition, un accompagnement à amener. Mais c'est hyper frustrant parce qu'on peut créer le meilleur produit du monde, mais derrière, en fait, ce n'est pas la personne qui achète qui consomme. Donc, il faut être capable justement de l'accompagner, cette personne-là, dans la transition alimentaire. Et nos produits sont tellement bons, enfin ça c'est une ad qu'on a faite, et je me suis fait spammer dessus, c'est qu'en fait, effectivement, les produits sont tellement bons que je le goûte déjà, enfin je goûte systématiquement toutes les prods, et en fait je m'amuse aussi à les mettre sur des toasts quand je suis invité. Je ne sais pas s'il y a des toasts ce soir, mais ne traînez pas à côté de moi du coup, parce que il y a peut-être un risque d'avoir de la pâtée pour chat. Le 4e point, qui est vraiment, pour le coup, c'est vraiment spécifique, je pense, à la marque. En tout cas, on y met un point d'honneur, c'est l'expérience client.
Et cette expérience client, comme on vient apporter en fait nous on dit qu'on est pourvoyeur de ronron, on fait ronronner le foyer, et si le chat ronronne, son esclave, c'est comme ça hein, qu'on dit quand on a un chat, on est un peu l'esclave de son chat, son esclave est heureux. Et pour que ça fonctionne en fait, il n'y a pas de secret, il faut un customer care, une équipe service client qui soit passionnée de dingue et qui soit capable justement de ne penser la relation avec les clients que comme une relation de satisfaction et d'accompagnement et pas comme une relation financière. Et nous, en interne, on a complètement enlevé ces notions-là. Il n'y a pas de notion de ROI sur les actions. C'est quelque chose, sur ce niveau-là, le service client, chez nous, a carte blanche en fait totale dans les actions qu'ils peuvent mener. S'il faut renvoyer un produit parce que un truc s'est cassé, il n'y a aucun problème. S'il y a besoin de renvoyer un produit parce que la personne n'a pas fait le changement d'adresse, il n'y a aucun souci. S'il y a besoin d'accompagner sur de nouveaux sujets, on dédie le temps. On est capable en fait vraiment d'aller très loin et de pousser cette relation-là parce qu'on sait que c'est plus que de l'alimentation. C'est vraiment ce qui va apporter la santé à ton animal et que c'est hyper important. Les filles du Customer Care, elles reçoivent un nombre de photos mais qui est colossal, de personnes leur disant merci, voilà la photo de mon chat. Parce que généralement, quand on répond, on se sent obligé de partager la photo de son chat. Et en fait, leur bureau est placardé, mais vraiment placardé. Je ne sais pas comment on va faire si on si on change pas de bureau, prochainement. Ça peut être une incitation. De photos de chats et des photos de chats de leurs clients. Et ce mindset, il est généralisé vraiment à toute la boîte, c'est-à-dire un mindset satisfaction et un mindset client. Et ce qu'on a mis en place, on l'a mis en place il n'y a pas très longtemps, mais c'était justement pour se dire, il faut que même les personnes qui s'occupent de la log, les personnes qui s'occupent du commercial, il faut en fait qu'ils aient ce contact avec le client et qu'ils voient justement ce que procure une expérience un peu différente et une relation différente avec le conso. Donc ce qu'on a fait, c'est que tous les mois, chaque personne de la boîte doit passer 5 calls de bienvenue à un client. Ça, les filles du service client le faisaient déjà. Enfin, on appelle une personne sur deux. En fait, quand il y a une commande qui tombe, elles trouvent le temps justement dans la journée de bloquer le temps et d'aller simplement passer un petit message de bonjour, prendre 2 infos sur le nom du chat. Et en fait, ces infos qu'on prend sur le nom du chat, derrière, elles vont nous servir sur toute la communication qu'on va faire avec le client. Parce que 2-3 semaines après, on va envoyer un petit message pour savoir comment ça s'est passé la première déguste. Mais on ne va pas demander en fait, la dégustation de ton chat. On va remettre le petit prénom qu'on t'a demandé de manière, on va dire, un peu informelle lors de l'échange. Et ça, c'est vraiment des petits moments, mais c'est des petites attentions qui font que les gens se disent en fait, ils m'écoutent en fait, quand je parle. Je ne suis pas juste un conso, il y a aussi de l'humain derrière et on partage un peu la même passion. Donc ce mindset, il est généralisé et donc il n'y a plus que l'équipe du service client qui le fait. En fait, toute la team le fait à un moment donné tous les mois. Et créer de l'inattendu avec son client, ça, c'est des actions pareil qu'on a mises en place où on décide de prendre une ville et on va livrer en fait directement nos clients, mais que ce soit un premier client ou un client qui a passé 2 000 € de commande dans sa vie. Il n'y a pas de... Voilà, on se prend une ville et on se dit ok, là pendant 2 jours, les nanas du service client, elles sonnent à la porte et elles livrent les colis directs et elles prennent le temps justement de papoter, de prendre des nouvelles du chat, de comprendre un peu l'histoire du chat. Enfin, il y a des histoires de dingue, ce qui fait que voilà, tout n'est pas encore abouti, mais il y a vraiment quelque chose de fondamental, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, se répercute de manière, c'était pas on va dire la volonté initiale, même si on savait quand même qu'en faisant bien les choses, on allait avoir une roue et un effet positif qui allait s'engranger. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au final, les gens parlent entre eux. Et quand on a un chat, on a des potes qui ont un chat. Quand on a été satisfait par l'expérience avec ce produit-là, qu'on a vu les changements sur le poil du chat, les changements sur les selles, sur la santé, sur l'énergie, sur la laine, sur tout un tas de choses, et en fait, on va en parler à ses potes. Et c'est l'acquisition en fait gratuite qui va se générer comme ça et qui va permettre de venir prendre le relais sur Facebook, Insta, TikTok et compagnie. Voilà. Et je terminerai juste en vous annonçant que un jour les chats domineront le monde. Et nous, notre petit mantra derrière, c'est de se dire nourrissons-les bien, just in case, quoi. Merci.
que vous avez des questions? Yes. Vous le faites sans prévenir le client? Il n'y a pas une notion que ça peut être intrusif pour lui? Je ne sais pas s'il est en train de bosser ou si... Alors, le premier, quand il décroche et qu'on dit bonjour, c'est Camille de Ziggy. Ouais, là en fait, hein? Il y a vraiment un truc, oui. Et tout de suite, en fait, on brise la glace en disant alors ça va vous prendre 2 minutes, mais simplement, il faut vous dire bienvenue chez Ziggy. On est super content de vous avoir avec nous. Et en fait, bah voilà, comment s'appelle votre chat? Et en fait, en 2 phrases, tu lui expliques que tu vas pas chercher à lui vendre un truc supplémentaire et tu vas pas lui prendre son temps. Et 30 secondes après, en fait, il te dit, mais franchement, c'est un client sur 2 qui a appelé, qui nous dit, mais c'est la première fois qu'en fait, il y a une marque qui prend le temps derrière de me contacter. Donc effectivement, le décrochage est un peu froid. 5 secondes après, c'est full love. Ok. Et comment tu fais ton suivi de te dire 30 jours après, je vais lui demander si je reviens avec Klaviyo ou un truc comme ça? Ouais, exactement. On a mis des tags, Shopify tag, et on vit grâce aux tags sur Shopify. Ok. Déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. Bon, tant mieux. Petite question bonus. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour donner ton taux de retour client? Mon taux de retour client, Ouais. je suis à plus de 50%. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres astuces, je sais pas, par exemple en ads ou en email marketing pour augmenter ta rétention? Genre, est-ce qu'il y a du retargeting spécial, des trucs comme ça? Alors sur les ads, honnêtement, pas énorme. En fait, en vrai, il n'y a plus beaucoup de tactiques. Enfin, bon, alors si vous l'avez, je suis preneur, hein, mais honnêtement, je galère, je pense un peu comme tout le monde. En revanche, ce qu'on fait nous derrière, c'est vraiment sur le travail d'emailing. Et on a un travail d'emailing, on a depuis 8 mois aujourd'hui une personne qui est dédiée justement au travail de contenu en interne et qui va écrire des emails qui ne sont pas commerciaux. Et donc en fait, les gens, ça devient un rituel en fait dans la semaine. Toutes les semaines, ils ont un email où il y a des fun facts, il y a des astuces, il y a un peu de vie de la boîte, il y a surtout des trucs autour du chat. Il y a toujours un truc à dire sur le chat. Ce qui fait que, en fait, tu as peut-être acheté une fois chez nous, mais tu ne reviens pas. Mais on ne vient pas te spammer en fait. On n'est vraiment pas dans cette logique agressive du discount. Ouais, c'est à l'opposé de tout ce que j'aime en tant que conso, même si ça fait toujours plaisir d'acheter moins cher. Mais je trouve que ça dégrade ta marque et que tu n'as pas la même expérience derrière. Donc en fait, de l'emailing, et c'est vraiment là-dessus qu'on accélère aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. J'en prie. On a le temps pour une toute dernière question. Mais est-ce que vous avez des points de vente physiques? Je pense, enfin moi, dans ma rue, j'ai un hôtel pour chats. C'est vrai, Aristide? C'est vrai que ça pourrait être intéressant pour faire connaître la marque. Absolument. En fait, on est né en e-commerce, comme la plupart des boîtes e-commerce, en fait, c'est que c'est le plus simple. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'en fait, on voulait contrôler la marque. On voulait surtout pas se dire, on délègue notre marque à Carrefour, on délègue notre marque à Monoprix. On voulait contrôler le message. Et comme il y a du repeat derrière, on se dit en fait, quitte à le contrôler, autant que quand on dépense 1 euro et qu'on acquiert un client, autant qu'il vienne chez nous et qu'il vienne par la suite, qu'il devienne client et abonné chez nous. Et donc ça, on l'a fait pendant 2 ans, ça nous a vraiment permis de créer complètement la marque. Alors on n'a pas accéléré autant que les marques qui démarrent tout de suite sur 2000 points de vente, mais ça nous a permis vraiment de construire dans notre écosystème félin, une vraie notoriété et quelque chose d'un peu différent. Et effectivement, depuis le mois dernier, on est chez Truffaut. Donc on est rentré dans tous les Truffaut de France. Et c'est un relais, c'est un deuxième souffle. Et je suis très content en fait, de l'avoir fait dans ce sens-là, c'est-à-dire d'avoir commencé à construire ma marque et avoir pu capitaliser dessus. Et ensuite, une fois que tu as une marque sexy, je pense, en tout cas aux yeux d'un acheteur, on va voir l'acheteur, on peut parler, on est sur un rapport de force un peu différent. On n'est pas la petite marque qui naît et qui a besoin de lui. Bon, en fait, on fait déjà notre business online, c'est vraiment un relais supplémentaire et ce n'est pas le même rapport de force. Merci beaucoup, Alyosha. Merci à vous. Merci.